Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... It was 2014. I found out that the police were looking for me and said that you need to go to the police station and the children have been taken away from your mom. And I'm saying, why? Well, why they've been taken away from the mom? What's going on? And they won't tell me anything. And I was kind of freaking out a little bit. Des histoires étranges de l'ère numérique. En janvier 2015, une vidéo dérangeante émerge de Hampstead, au nord de l'Angleterre, et se répand rapidement sur Internet. Deux enfants y révèlent des actes sataniques impliquant leur père, une école du village ainsi qu'une église. Une enquête est immédiatement déclenchée. Ces allégations, sans preuves concrètes, enflamment les théories du complot, démontrant la puissance et les dangers de la désinformation à l'ère numérique. Qu'est-il réellement arrivé à Hampstead? Suivez-nous dans cette histoire complètement incroyable. Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi, Émile Gauthier? Ça va bien. Écoute, c'est l'automne. On a passé par-dessus plusieurs rhumes et grippes. Donc, on a la voix un petit peu enrouée ce soir. Oui. Vous excuserez mon petit timbre de Tom Waits. Oui, c'est pour aller avec les chants de Noël. Sinon, on a eu la chance de quand même faire quelques performances devant le public au cours des dernières semaines. Puis c'est vraiment cool de vous voir. Non seulement on a joué au Festipod avec notre entrevue avec Christian Page, qui est maintenant sur les plateformes. Partout. Sur toutes les plateformes, exact. Et aussi, on a eu la chance de jouer au Théâtre Sainte-Catherine, donc avec nos amis d'Un peu de crime dans ton café et de Crime Tonic. Et là, on a présenté pour une première fois notre cabaret des curiosités du web, qui s'est bien, je pense que ça a bien fait le test. Oui, les gens ont bien aimé ça. Oui, absolument. Puis moi, j'ai adoré ça aussi, faire ça. C'était vraiment intéressant. Pas que ça nous sortait de notre zone de confort, mais on adressait les choses d'un autre angle. Donc, c'était vraiment intéressant de choisir des trucs inédits du web ou particuliers, puis de les analyser avec les gens, de voir les réactions du public. C'est ça qui était quand même très intéressant. C'est comme un petit buffet froid de trucs weird du web. À Distorsion, on est habitué de faire des longs épisodes, mais là, on choisit en fait des petites curiosités. C'est pas tout le temps des true crime. Des fois, c'est des sites bizarres, des chaînes TikTok un petit peu weird, des mystères du web, et puis on choisit nos préférés, puis on se les révèle parfois sans même que l'autre soit au courant. Oui, exact. Donc, on a bien aimé ça, faire ce show-là, puis on risque de peut-être se revoir dans votre région parce qu'on veut en faire plus. Donc, si vous voulez nous suggérer, je sais pas moi, des endroits où faire une performance dans votre région, au Québec, ou qui sait, même en France, ce serait le fun d'aller vous voir. Nous, on a adoré l'expérience, puis c'est toujours le fun de vous rencontrer, les distordus, de discuter avec vous après le show. Puis il y a toujours des gens qui nous amènent des bières. Toujours. Et d'ailleurs, on en boit une ce soir. Oui, on boit la Unibroue. Elle s'appelle « Ce n'est pas la fin du monde », parce qu'on sait, Unibroue, ils ont une bière iconique qui s'appelle « La fin du monde », qui est forte, 9%, mais là, elle s'appelle « Ce n'est pas la fin du monde ». C'est une triple du Nouveau Monde, 9,5% d'alcool. C'est une IPA, une triple belge. Et c'est Maïka qui nous offre cette bière-là. Et elle était venue nous voir au spécial Halloween de Renaud Bré. Oui, c'est vrai. On avait pu discuter avec Victoria Charlton, Simon Predge, Annie et Jean-Philippe là, de Rétrocrime, qu'on a pu discuter de nos romans avec certaines personnes qui étaient venues sur place. Oui. Donc Maïka est venue nous offrir cette bière. Donc merci énormément Maïka. Donc voilà.
On a aussi un shout-out qui vient d'une review 5 étoiles à donner à Anso Barbouille. Oui. Elle nous dit « Super découverte, excellent contenu, super le fun pour une patente geek de comprendre l'univers des traces numériques. J'ai tout bingé. » Et elle nous dit « PS, intéressant de faire votre connaissance au podcast de Pantelis. » Donc, shout-out Pantelis. Oui, ça c'est intéressant oui, aussi, c'est le fun. Si ça vous intéresse, si vous ne le savez pas, oui, Émile et moi, on est allés il y a quelques mois, disons plusieurs semaines, donc donner une entrevue avec lui. Super intéressante, on a discuté d'un peu de tout. Yes, c'était bien le fun. On vous rappelle peut-être en terminant que notre bande dessinée collaboration avec Low Reader, avec nos amis de Label 619, Run, Pivoine, Petit Rapace, Rours, cette super collabo-là, en fait, qui est sortie en grande pompe en Europe, arrive le 30 novembre au Québec. Probablement qu'elle va être déjà sortie au moment où l'épisode sort. Et on vous conseille de vous la procurer sur leslibraires.ca. Comme ça encourage votre librairie locale. Si vous êtes en Europe, leslibraires aussi.fr existe. Et puis, vous pouvez sinon vous le procurer dans toutes les bonnes librairies de votre village, de votre ville, de votre quartier. Sinon, évidemment, dans les grandes surfaces, on est à la FNAC et partout ailleurs. Donc, si vous voulez encore une fois encourager ce genre de projet créatif, âme sensible, s'abstenir parce que c'est une BD d'horreur, mais vous allez être captivé du début à la fin. On vous en a pas trop dit sur le sujet d'aujourd'hui parce que vous allez voir, c'est à quelque part entre le flou et la vérité. C'est une histoire un peu weird qu'on a choisie comme ça. Vous savez, on aime ça explorer des histoires un peu weird, hein, des fois comme la Final Fantasy House ou comme Key Lime Pie ou Lake City Quiet Pills. Peut-être que ça vous dit rien, mais allez explorer notre catalogue. Mais ce soir, ça va être une histoire un petit peu tordue comme ça, qui est une suggestion d'un auditeur, encore une fois. Donc, on a hâte de se lancer. Et pour l'after show, Seb, tu nous réserves un cas similaire. Oui, en fait, même 3 petits cas similaires au cas d'aujourd'hui, d'une certaine façon, et qu'on va discuter ensemble. Puis, il y a certains cas qui ont même modulé certaines façons de faire sur l'Internet. Donc, souvent, ce type de cas-là amène à une modification des comportements ou des habitudes à avoir. Yes. Et là-dessus, je pense qu'on en a assez dit, mon cher. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'histoire incroyable du complot de Hampstead? Oui, mais avant de plonger dans notre épisode, Émile, un mot sur NordVPN, notre fidèle partenaire. Oh yes! On le sait qu'avec l'hiver à nos portes, on passe plus de temps en dedans à écouter des séries, chatter en ligne, gamer aussi. Donc, c'est vraiment important, plus que jamais, de se protéger, en fait, contre les menaces en ligne et de protéger sa vie privée et ses informations personnelles. Utilisez NordVPN pour naviguer de manière anonyme et sécurisée. Il vous permet en plus de masquer votre adresse, de crypter vos données, et ça que vous soyez sur votre ordinateur ou même votre téléphone. Oui, ça marche sur mobile aussi. Puis tu le dis, avec l'hiver, c'est aussi le moment de se booker des voyages, de booker des hôtels et autres. Donc, avec NordVPN, sachez que vous pouvez vous connecter sur les sites de votre pays de destination. Et en faisant ça, selon une étude de NordVPN, justement, c'est possible de sauver énormément sur les locations d'hôtels et les locations de voitures. Vous allez voir, on peut sauver des gros frais grâce à NordVPN lorsqu'on voyage. Puis en plus, en voyage, ça permet d'accéder aux sites d'actualité et aux plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, comme si on était à la maison, dans ses pantoufles devant son sapin de Noël. Oui, exact. Pourquoi bousculer ses vieilles habitudes, en fait? Et que vous soyez étudiant ou parent là, comme Émile et moi, NordVPN est votre allié pour garantir la sécurité en ligne de toute la famille pendant les longues soirées d'hiver. Et pour vous aider à bien démarrer, nous vous offrons une promotion spéciale. Rendez-vous sur nordvpn.com/distorsionvpn pour bénéficier d'une importante réduction et de 4 mois gratuits avec NordVPN. Oh oui, ça en vaut vraiment la peine. Surtout, Émile, qui a une garantie de remboursement 30 jours. Donc, si ça ne t'intéresse pas, si le produit ne te satisfait pas, tu as une tranquillité d'esprit, tu peux annuler ton abonnement sans problème. Alors Seb, je pense qu'on a tout dit. Est-ce qu'on est finalement prêt à se plonger dans l'épisode d'aujourd'hui? Oui, madame! Avec la tranquillité d'esprit offerte par NordVPN. Nous sommes dans le quartier de Hampstead, au nord de Londres, au Royaume-Uni. Ce quartier, peuplé d'environ 49 000 habitants,
est réputé pour son ambiance villageoise et le célèbre parc Hampstead Heath. Il attire une population aisée et créative, offrant des magnifiques demeures, des cafés accueillants, des boutiques charmantes. De luxueuses résidences ont été construites entre 1870 et 1900, et la plupart d'entre elles sont encore présentes aujourd'hui. Pour la petite histoire, le nom Hampstead vient du vieil anglais « Hampstead », qui signifie propriété ou manoir. Il fait partie du district de Camden et est connu pour son charme bucolique, ses ruelles escarpées et ses maisons victoriennes et géorgiennes. Hampstead est également connu pour son histoire fascinante, ayant été le lieu de résidence de nombreux écrivains, artistes et personnalités célèbres au fil des ans, ajoutant une couche de prestige culturel à sa réputation. Même qu'en 2014, ce quartier se distinguait par son absence de meurtre, témoignant d'un niveau de sécurité exceptionnel dans cette partie tranquille de la ville. En septembre 2014, la tranquillité habituellement associée à Hampstead est soudainement perturbée par un événement troublant. Le 4 septembre, un homme ayant des liens familiaux étroits avec une famille locale, spécifiquement le beau-frère du beau-père des enfants, et lui-même ancien policier, contacte Scotland Yard. Cette institution renommée pour son expertise en matière d'investigation criminelle et agissant comme quartier général du Metropolitan Police Service de Londres, reçoit alors des informations préoccupantes. L'homme exprime de sérieuses préoccupations quant à la sécurité de 2 enfants, un garçon et une fille, qui sont âgés respectivement de 8 et 9 ans, vivant dans le quartier de Hampstead. Le 5 septembre, au lendemain de cette révélation, la police de Barnet, un district voisin de Hampstead, prend des mesures immédiates et lance une enquête approfondie. Pour gérer cette affaire délicate, 6 agents expérimentés sont mobilisés. Ces agents, possédant une expérience en matière d'investigation sur les crimes impliquant des enfants, entament une série d'interrogatoires délicats avec les 2 enfants concernés. L'objectif est double. D'une part, ils doivent valider la véracité des accusations bouleversantes portées par les enfants et d'autre part, assurer leur bien-être psychologique et émotionnel durant le processus qui est difficile. Prêtez attention à ce qui va suivre, car les enquêteurs de Scotland Yard étaient loin de se douter de l'histoire incroyable qu'ils s'apprêtaient à entendre. Lors du premier interrogatoire, les enfants livrent des témoignages détaillés et poignants, révélant des scènes terrifiantes et déconcertantes. Ils dévoilent l'existence, écoute ça Émile, d'un supposé réseau pédophile satanique, prétendument en fait dirigé par leur père, Ricky Dearman, qui est un acteur britannique. Okay. Et le cercle satanique secret est opéré dans leur école, la Christ Church Primary School, et dans l'église voisine qui a à peu près le même nom. Les enfants ont décrit des rituels effroyables dignes des scènes d'un film d'horreur. Oh, je sens que ça va être intéressant, cette histoire-là. C'est assez particulier. Les enfants racontent l'existence d'une porte secrète dans leur salle de classe, menant à une pièce cachée pleine de friandises et un lieu présumé d'abus. Ils décrivent des abus commis par leur père, des enseignants de l'école et des amis de celui-ci, et affirment que des preuves macabres, telles que des bébés morts, seraient découvertes par la police sur place. Les enfants parlent également de l'église où des abus auraient eu lieu, y compris des danses avec des crânes de bébés et des actes rituels. Un des enfants décrit comment leur père les a forcés à tenir dans leurs mains un couteau pour couper la tête d'un bébé. Parmi les violences spécifiques évoquées, il mentionne également des châtiments avec des cuillères à spaghetti en cas de pleurs, parmi d'autres formes de violence physique. Ce récit troublant révèle la complexité de l'affaire. Là, il y a une enquête qui est nécessaire, là, minutieuse pour que les enquêteurs qui font face à quand même des allégations un peu particulières, en fait. Puis il faut savoir, justement, la plainte, c'est un ancien policier qui a appelé. On dirait que ça légitimise encore plus le danger ou l'action par rapport à ça. Mais quand les enquêteurs sont confrontés à des enfants qui disent des choses comme ça, de 8 et 9 ans, c'est insensé, là.
Oui, exactement. Bref, donc, mais il faut qu'il trouve en fait une forme de position délicate pour démêler une forme de vérité puis de gérer qu'est-ce qui peut suivre de tout ça, là. Exactement. Jusqu'à date, ça part drôlement, tout ça, surtout dans une petite ville comme ça, réputée pas de crime, pour avoir pas de crime. On dirait que ça a presque des allures de Pizzagate, là, tout ça. Oui. 3 jours plus tard, donc le 8 septembre 2014, dans le cadre de l'enquête en cours, les autorités prennent une mesure supplémentaire pour tenter de corroborer les allégations des enfants. La police organise une promenade avec les enfants dans les environs de Hampstead dans l'espoir qu'ils puissent identifier précisément les lieux où les abus présumés se seraient produits. Cette démarche est guidée par l'intention de recueillir des preuves tangibles et de clarifier les détails des récits des enfants. Parce qu'en même temps, les enfants, si je me fie à ma fille, qui est un peu plus jeune que ceux-là, 8 et 9 ans, parfois, oui, ils inventent des trucs, mais parfois, ils ont une vérité puis une mémoire qui est surprenante, parfois supérieure aux adultes. Ah, absolument. Aussi, étant donné que leur vie est moins altérée, est moins longue aussi que la nôtre, ils ont moins peut-être d'événements à se rappeler, ou peut-être que la mémoire reste empreinte plus forte, mais c'est mêlant parce qu'il faut un peu en prendre et en laisser, selon ce que nous disent les enfants, bien évidemment, mais en même temps, parfois, quand tu vérifies les choses, tu te rends compte... Crime, elle avait raison. Oui, tu as raison. Puis c'est vrai que souvent, ils ajoutent toujours un peu de fiction dans leur... ils épicent souvent leurs histoires, les enfants. Oui. Cependant, malgré les efforts des enquêteurs, cette tentative s'avère infructueuse. Les enfants ne parviennent pas à désigner clairement les endroits spécifiques mentionnés dans leurs accusations. Ce développement représente un revers dans l'enquête, soulignant les défis auxquels les forces de l'ordre sont confrontées dans la gestion des cas impliquant des témoignages d'enfants, en particulier dans des affaires d'une telle complexité et gravité. On parle d'actes sataniques ici. Là. Néanmoins, cet échec ne dissuade pas les enquêteurs qui continuent à explorer toutes les pistes possibles pour faire la lumière sur la situation. Le 10 septembre maintenant, marque une étape supplémentaire dans l'enquête. Les forces de police prennent l'initiative de visiter et d'inspecter l'intérieur de l'église mentionnée dans les allégations formulées par les enfants. Cette inspection est effectuée de manière impromptue, sans préavis, dans le but de préserver l'intégrité de l'enquête et d'éviter toute altération potentielle des preuves. Et durant cette visite, les agents se concentrent sur les zones clés de l'église, comme le sacristie par exemple, et examinent minutieusement les tiroirs et autres espaces de rangement à la recherche de documents ou d'indices qui pourraient contribuer à l'enquête. Ils procèdent avec rigueur et attention, très conscients de l'importance de chaque détail. Cependant, malgré leurs efforts approfondis, les policiers ne découvrent rien de significatif ou d'incriminant lors de cette inspection. Ce résultat est un autre développement crucial dans l'enquête car il soulève des questions sur la véracité des allégations. Cette absence de preuves tangibles dans un lieu clé mentionné dans les témoignages amène les enquêteurs à reconsidérer et à réévaluer les informations dont ils disposent. Le lendemain, en fait, le 11 septembre 2014, les 2 enfants sont soumis à de nouveaux entretiens. Cette étape est une tentative continue de la part des enquêteurs pour obtenir plus de clarté et de précision dans les allégations formulées. Ces entretiens sont menés avec la plus grande attention compte tenu de la sensibilité de la situation et de l'âge des enfants. Je vous rappelle, ils sont âgés de 8 et 9 ans. Les enquêteurs s'efforcent de créer un environnement sûr et rassurant pour les enfants afin qu'ils puissent s'exprimer librement et honnêtement. Puis j'imagine aussi que, tu sais, à force de leur faire répéter puis à force de leur poser les mêmes questions, ça doit pouvoir les mélanger aussi, là, ça doit remettre parfois en question leur mémoire. Oui, exact. Oui, tu as raison. Sans trop rentrer tout de suite dans le détail, mais il réussissait quand même à maintenir un discours cohérent étrangement. Puis dans les interrogatoires, ils s'assoyaient, les 2 enfants toujours ensemble, sur le même coin de divan. Ça a l'air à chaque fois, là, ils se suivaient comme 2, pas siamois, là, mais ils se lâchaient pas. Parce qu'imagine, toi, dans leur peau,
tu as 8 et 9 ans, tu es confronté à des grands monsieur avec des fusils des fois, tu été amené au poste de police. Ça doit être extrêmement stressant aussi, en plus des révélations qu'ils font. Je pouvais comprendre aussi pourquoi qu'ils comptaient un peu un sur l'autre pour se réconforter. Hein. Oui, ça doit prendre des techniques spéciales, en fait, pour à la fois les rendre à l'aise, puis les amener justement à rester constants et ne pas se mêler dans leur discours. Mm-hmm. Parallèlement à ces entretiens, une ordonnance de protection policière est mise en place pour les enfants. Cette mesure vise à garantir leur sécurité et leur bien-être au milieu de circonstances aussi extraordinaires et potentiellement dangereuses. L'ordonnance de protection est une procédure standard dans des cas impliquant des allégations d'abus envers des mineurs. Le lendemain, maintenant, le 12 septembre, les 2 enfants subissent un examen médical par un pédiatre communautaire consultant qui est affilié au Royal Free Hospital et la University College London Hospital. Cet examen est une étape cruciale, encore une fois, pour évaluer leur état de santé physique et mentale, parce que là, c'est assez choquant ce qu'ils ont vécu. Oui. Ça doit laisser des potentiels traumas. Au cours de cet examen, il est révélé que les enfants avaient consommé du cannabis avant leur placement en famille d'accueil. Oui. Des tests effectués sur le fils et sur la fille, encore une fois âgés de 8 et 9 ans, montrent qu'ils ont tous les deux ingéré du cannabis dans les mois précédant leur prise en charge par les services de protection de l'enfance. Cette découverte ajoute une couche supplémentaire de complexité, soulevant des questions sur les circonstances dans lesquelles les enfants ont été exposés au cannabis, parce que c'est quand même, je sais que les jeunes, de plus en plus jeunes, tombent dans ce genre de substances, mais c'est quand même jeune, je dois dire. Ah oui, 8 et 9 ans et des mois d'avance, hein, puis c'est le défaut, entre guillemets, ou la qualité selon la perspective du cannabis, c'est que ça reste très longtemps dans le système, dans le foie, en fait, ça se stocke dans les graisses, et c'est pour ça qu'ils sont capables de le détecter, même si c'est des mois, plus tard. Si ça avait été un autre type de substance qui est plus volatile, des fois, souvent d'autres sortes de drogues, en 7 jours, c'est éliminé. Là. Donc, pour ça, ils ont été capables, à cause de ça, mais c'est vraiment particulier. Là. Je pense pas qu'ils aient volé des goodies, pas des goodies, mais des edibles, des jujubes à leurs parents. Là. Des gummies. Ouais. La présence de cannabis dans le système des enfants, c'est une information préoccupante pour les enquêteurs, puis ils veulent faire une enquête approfondie. Elle implique non seulement des préoccupations en matière de santé et de bien-être, mais aussi des implications potentielles sur l'environnement familial et puis aussi potentiellement les allégations qu'ils ont formulées. Exact. Cette révélation oblige donc les enquêteurs et les travailleurs sociaux à prendre en compte d'autres facteurs dans leur évaluation de l'affaire, s'assurant que toutes les dimensions possibles sont explorées pour garantir la protection et le meilleur intérêt des enfants. Mais avant d'aller plus loin, Seb, on n'a pas encore discuté des parents. Pourrais-tu nous en parler un peu davantage sur la mère des enfants, une certaine Ella Draper, puis aussi le beau-père des enfants, Abraham Christie. D'ailleurs, il est intéressant de noter que les enfants les surnommaient Papa Hemp. Hemp, c'est chanvre. Exactement. Ouais. Donc, je vous rappelle que c'est le beau-frère de Abraham, ex-policier, qui a alerté les autorités de Hampstead à propos de cette histoire-là. Donc, Papa Hemp. Je vous en parle un peu. Ella Gareva Draper, originaire de Rostov en Russie et professeure de yoga. Elle a étudié à l'Université d'État de Moscou, où elle a décroché une maîtrise en histoire de l'art. Dans les années 90, elle a rencontré et épousé un banquier britannique et elle a déménagé en Grande-Bretagne pour élever leur fils. Après la fin de ce mariage, Ella a gardé son nom de mariée et a eu 2 enfants, un garçon et une fille avec Ricky Dearman. Donc, c'est les enfants qui sont impliqués dans l'histoire actuellement. Leur séparation s'est produite en 2003, lorsque leur fils était tout jeune. En 2013, Ella a remarqué des changements de comportement inquiétants chez ses enfants, qu'elle attribuait à l'influence de Ricky. Elle envisageait même de déménager en Russie pour les protéger. Au fil des ans, la relation entre les enfants et leur père s'était détériorée. Elle a décrit le comportement des enfants comme étant déformé, suggérant qu'ils se comportaient de manière étrange, même parfois violente,
Elle soupçonnait que Ricky les encourageait à se faire du mal mutuellement. Au début de l'année 2014, ces préoccupations ont été exacerbées, soulignées par un conflit dans un McDonald's à Hempstead entre Ella et Ricky. Cette escalade de tension a conduit à des batailles judiciaires là, pour la garde des enfants. Vraiment, là, tout ça, ça a aggravé les conflits au sein de la famille. Lui, il y avait une garde, je pense qu'il voyait ses enfants une fois par 2 semaines, quelque chose comme ça là, au final. En mai 2014, alors que Ricky Dearman cherchait à obtenir plus de droits de visite justement de ses enfants, Ella Draper a rencontré Abraham Christie, Papa Hemp. Ils partageaient un intérêt pour les modes de vie alternatifs et la nutrition, ce qui les a amenés à créer une entreprise qui s'appelle Hempstar Dynamics, qui est spécialisée dans les produits à base de chanvre. Abraham, originaire de Tottenham, est passionné par la nutrition au cru et est rapidement devenu une figure importante dans la vie d'Ella et ses enfants. Là, comme on vous dit, là, rapidement, il y a eu le surnom de Papa M. Donc, c'est assez rapide, là, mai 2014. Nous, on vous parle, on est en septembre. Sur le plan physique, il est décrit comme un petit mais robuste dans la cinquantaine avec une apparence svelte et athlétique. Il ressemble à un boxeur léger. Il semble suivre un régime assez strict là, pour maintenir sa forme. Cependant, Abraham avait un passé controversé. Il y a un jugement du tribunal en 2015 qui a révélé son historique criminel, y compris pour des délits liés à la drogue et à la violence. Il y a même eu un avertissement policier en 2014 pour avoir agressé son propre fils adolescent. Au Royaume-Uni, il vendait des smoothies à base de chanvre et prétendait avoir un doctorat honorifique en nutrition. Un doctorat honorifique, ça me fait rire de s'auto-proclamer docteur honorifique. Là, oui, c'est ça, il me semble qu'on donne ça au Bill Gates de ce monde. Oui, exact. Dans les années 90, il était perçu comme un mélange de savant mystique et de criminel endurci. Il était passionné de chimie et de littérature avec une prédilection là, pour le roman Dune, en fait. Ouais, les gens qui ont la collection de romans Dune, faut s'en méfier. Et le père des enfants, le Ricky Dearman, lui qui est accusé, en fait, Seb, d'être le chef là, de satanique dans toute cette histoire-là, c'est qui, lui? Est-ce que tu en sais plus? Oui, en fait, c'est un acteur que moi, je ne connaissais pas, étant donné que c'est un acteur britannique, mais il y a quand même, il y a un bon historique quand même. Comme acteur, il est basé à Londres, il a une large expérience, cinéma, télévision, théâtre, publicité, il a une carrure athlétique, il a des cheveux blonds, des yeux bleus, là, c'est un beau monsieur, là. Il a une ethnie, il est blanc, européen, il a environ une quarantaine d'années. Ses rôles d'acteur couvrent dans différents médias. Il y a eu des rôles principaux dans One Bullet en 2012, Hitman en 2012 aussi, et Martyr. Puis il y a eu des apparitions dans plusieurs séries télé, dont Sherlock Holmes. Il a joué aussi plusieurs rôles au théâtre. Il y a eu une formation de Meisner Actor Center à Londres en 2000. Il y a eu toutes sortes de cours là, particuliers pour améliorer son talent. Il a grandi dans une famille de mineurs, en fait, là, vraiment des mineurs à Watternham, à South Yorkshire. Il est rentré lui-même dans les mines à 18 ans avant de se tourner vers le mannequinat et ensuite l'acting. Il a reçu plusieurs éloges de divers réalisateurs pour son talent et son engagement. Il est reconnu pour sa capacité à apporter de l'authenticité et de la profondeur à ses personnages, et les réalisateurs apprécient son comportement naturel et la passion qu'il apporte à ses rôles. Donc, c'est une petite mise en bouche pour les parents autour, que vous puissiez un peu plus comprendre le contexte. On retourne à notre histoire maintenant. On est rendu le 17 septembre 2014, Seb, et un moment décisif, encore une fois, se produit lors d'un 3e interrogatoire des enfants. Au cours de cet interrogatoire, les enfants rétractent leur accusation antérieure, révélant une réalité troublante. Chacun d'eux déclare que leur beau-père, Abraham Christie, les a forcés à raconter des histoires qui n'étaient pas vraies, et ils expliquent en détail comment il les a forcés à se plier à sa volonté. Les enfants décrivent des actes de violence et d'intimidation commis par Abraham. Selon eux, il les a agressés physiquement, les frappant à plusieurs reprises avec une cuillère en métal sur la tête et les jambes, les poussant contre les murs, les giflant, les pinçant et leur donnant des coups de pied.
Ils racontent aussi des moments où de l'eau était versée sur eux pendant qu'ils s'agenouillaient à demi vêtus. Ouais. L'un des enfants confie aux enquêteurs qu'Abraham lui a explicitement dit de mentir sous prétexte que c'était la vérité à raconter à la police. Face à la question d'un enquêteur sur la raison de sa peur envers Christie, l'enfant répond qu'il craint d'être frappé s'il n'obéit pas ou s'il n'est pas cru. Les révélations des enfants, avouant avoir été contraints à former de fausses accusations, transforment radicalement l'enquête. Ce revirement met en lumière un cas complexe d'abus et de manipulation psychologique, obligeant les enquêteurs à reconsidérer leurs priorités. Leur attention se porte désormais sur la protection des enfants contre les abus domestiques et l'analyse approfondie des méthodes de manipulation employées par leur beau-père, Abraham Christie, alias Papa Hemp. Suite à ces aveux, la police décide de clore l'affaire concernant les accusations portées contre le père des enfants, Ricky Dearman, et l'existence d'un culte satanique présumé. Suite à la rétraction des enfants, la police a clos le dossier. Cependant, l'attention se porte maintenant sur Ella Draper et Abraham Christie, suspectés d'avoir fabriqué ces accusations. Ella exprime sa frustration publiquement en affirmant que la police protège Ricky et le culte satanique. La situation devient de plus en plus complexe. En décembre, Ella renvoie ses avocats pour une raison que l'on ignore et décide dorénavant de se présenter seule devant le tribunal. C'est un détail important et on va s'en reparler plus tard. Janvier 2015 maintenant. Nous sommes maintenant en janvier et une vidéo est nouvellement publiée sur YouTube montrant les deux enfants de Ricky et Ella, une fille et un garçon, toujours de 8 et 9 ans, suscitant une inquiétude considérable sur le web. Dans cette vidéo, les enfants, apparemment en vacances dans un endroit chaud, sont interrogés par un adulte, qui est Abraham, hors champ. Bien que l'histoire du culte ait été mentionnée dans les médias britanniques et que l'enquête policière ait été clôturée, c'était la première fois qu'une vidéo avec des témoignages des enfants était rendue publique sur Internet, alimentant ainsi de nouvelles théories de conspiration autour du culte satanique et du trafic d'enfants. Voici un extrait de la discussion. « Qui a tué le bébé? » Et là, quelqu'un répond, les deux enfants répondent à l'unisson « Papa ». Et là, on entend une autre question. « Est-ce qu'il te demande de l'aider? » Et ils répondent « Oui ». Alors, il nous dit de tenir notre main sur le couteau et ensuite, il met ses mains sur notre main. Puis, il coupe la tête du bébé et on danse avec les crânes. Et là, la personne lui redemande « Vous faites quoi? » Et les enfants répondent « On danse avec les crânes dans l'église. » Oui. C'est assez troublant, ça, de la vidéo sur YouTube. Là. Oui, exact. Puis ça encore, si vous voulez les voir, elles sont disponibles Facebook, YouTube. Vous avez juste à taper Hempstead Satanic Cult. Vous allez les voir. C'est même troublant. Mais ça doit entendre des jeunes enfants dire ça. C'est tellement bizarre. C'est tellement bizarre. Puis tu vois que l'adulte, il force, là. Tu le vois, là. Il y a quelque chose d'étrange. Oui, ça a l'air d'être de la manipulation un peu. Oui. Puis les enfants, ils ont peur. Tu le sens pour vrai. Non, c'est assez étrange. Puis là, on vous a sorti un extrait. Puis au total, là, je pense qu'il y a 16 petites capsules là, qui sont disponibles là, des enfants. Rapidement, la vidéo devient virale, bien évidemment, et suscite une réaction intense du public.
Les internautes sont fascinés par l'interaction entre les enfants et l'adulte. Ils analysent là, avec minutie chaque détail, depuis l'intonation des voix jusqu'aux expressions faciales des enfants. La teneur des questions et les réponses fournies par les enfants alimentent de nombreuses spéculations et inquiétudes, créant un véritable buzz sur les réseaux sociaux et les forums de discussion. Donc, à partir de ce moment-là, l'histoire devient mainstream. Oui. C'est pas juste une histoire de village britannique. Là. Non, exactement. Et le narratif qui accompagne, c'est que c'est la vérité. Ben oui. Il n'y a pas comment dire, un article qui sous la vidéo ou quelconque mention qui dit que ça a été que c'était faux tout ça. Et là, ça s'est complètement là, enflammé. Les théoriciens du complot ont repris tout ça. Mais ça, au début, ça a commencé quand même, ça s'est enflammé, mais tranquillement, puis ça, je le mets en guillemets, comparativement à ce que c'est devenu, vous allez voir dans les semaines, mois suivants, la même année. Dans les jours qui suivent la publication de la première vidéo inquiétante sur YouTube, plusieurs autres extraits sont mis en ligne, intensifiant l'intérêt et les spéculations autour de l'affaire de Hampstead. Un de ces nouveaux extraits, qui semble avoir été filmé dans un contexte différent, soit à un autre moment ou à un autre lieu, ajoute une couche supplémentaire. L'école mentionnée dans les allégations et la communauté environnante ressentent directement l'impact de cette affaire. Puis ça, je vous en parle tout de suite. Voici 2 extraits de courtes vidéos qui ont été diffusées. La personne lui demande, en fait, l'enfant lui dit « Le mercredi est le jour le plus chargé en matière de sexe ». Puis ça, c'est, j'ai vraiment traduit littéralement... En matière de sexe? Oui, il répondait comme ça. Okay. Puis j'ai traduit littéralement le vocabulaire de l'enfant. Fait que des fois, vous allez trouver que les phrases sont un peu bizarres, mais c'est que c'est un anglais de jeune enfant. C'est pour ça que c'est comme ça. Donc, je répète, le mercredi est le jour le plus chargé en matière de sexe. Et aujourd'hui, c'est mercredi. Et là, il dit, si j'étais, l'enfant dit ça, si j'étais en ce moment et mercredi à l'école, il l'aurait fait. Beaucoup, beaucoup de sexe pour moi. Tu sais, c'est ça, tu vois que les phrases sont étranges, même en anglais, de la manière qu'il exprime le sexe. Oui, c'est un enfant qui parle. Exact. Ouais. Et là, l'adulte lui dit, et le mercredi est le jour le plus sexuel, puis il lui demande, que se passe-t-il d'autres mercredis? Bien là, l'enfant répète encore, nous faisons beaucoup, beaucoup de sexe. Il donne beaucoup de bonbons, vraiment beaucoup de sortes différentes de bonbons. Et c'est aussi le jour où il nous donne plein de bonbons et de l'argent aussi. Puis là, l'adulte demande, il te donne de l'argent. Oui, ils ont des journées spéciales argent. C'est vraiment étrange. Ah ouais. Puis une autre vidéo, l'adulte lui demande, ils sont combien? Il dit, l'enfant répond, les gens viennent par centaines. Tous les parents, ben, sont pas tous bons. Les parents ne peuvent pas tous venir. Il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez d'espace là-bas. Ils ne peuvent plus être parents, mais ils vont. S'il n'y a plus de place, en fait, ils vont dans d'autres maisons. Puis là, ils accusent M. Hollings, que je ne sais pas c'est qui. Ils disent qu'ils vont dans leur maison et ils font du sexe aussi dans sa maison. Là. C'est assez. Oh shit. C'est vraiment étrange. Fait que ça ajoute un peu plus de. Comment dire, de crédibilité. Oui, de crédibilité ou de braise à toute cette histoire-là. Donc, les vidéos supplémentaires ont fourni des éléments de plus là, aux théoriciens du complot. Là. Ça leur donne encore plus de matière à spéculer là, pour construire leur théorie. L'école, la Christ Church Primary School, impliquée dans les accusations, elle a subi une période là, tumultueuse. Là. Imaginez, là. La médiatisation intense et les réactions publiques sont souvent hostiles, ont perturbé de manière significative son fonctionnement au quotidien. Là. Les enseignants et les élèves ont été psychologiquement affectés. Il y a eu des mesures de sécurité qui ont dû être mises en place pour protéger l'établissement contre les menaces ou le harcèlement. Il y a eu des manifestations qui se sont tenues devant l'école. Il y avait des protestataires qui criaient des accusations troublantes, qui criaient aux professeurs « Pédo, c'est fou, là. » C'est complètement... J'imagine. La question à savoir, là, actuellement, là, mais c'est qui publie ces vidéos en ligne? Actuellement, ça reste extrêmement énigmatique. Ella et Abraham sont-ils responsables de ces publications-là? Là? Face à cette incertitude, il y a une enquête qui est lancée pour identifier la source des diffusions des vidéos.
Donc, le 13 janvier 2015, dans le cadre d'une procédure de protection de l'enfance, la juge de la Haute Cour, Mme Puffley, convoque Ella Draper, la mère. Cette rencontre, elle s'inscrit dans le cadre juridique de l'affaire par rapport justement aux récentes publications en ligne, y compris les vidéos de témoignages des enfants. Prolongeant cette séquence judiciaire le 26 janvier, donc à peu près 2 semaines plus tard, elle doit se présenter au tribunal, s'engageant ainsi pleinement dans le cadre des procédures légales en tant que mère des enfants concernés, parce qu'il y a différents facteurs par rapport à ça, ils sont inquiets pour la sécurité des enfants. À partir de cette période-là, il y a eu une augmentation considérable du volume de documents liés à l'affaire publiés sur différents sites Internet sous multiples formats. Des vidéos ont été mises en ligne et partagées avec des communautés soutenant les théories du complot, contribuant ainsi à répandre rapidement l'affaire. Ça a créé vraiment une réaction de masse sur Internet. La publication en ligne des vidéos des interrogatoires des enfants, couplée à la divulgation d'une liste de 175 noms de membres présumés du culte, a exacerbé la situation qui était déjà complexe. Puis ces 175 noms-là, Émile, c'est des vrais noms. Et il y a leur information personnelle, leur adresse, leur poste. Oh shit! La publication en ligne des vidéos d'interrogatoire des enfants, couplée à une divulgation d'une liste de 175 noms, Émile, de membres présumés du culte, a exacerbé la situation qui était déjà complexe. Ces révélations, qui comprenaient également des rapports médicaux des enfants et d'autres documents d'enquête qui ne sont pas disponibles, ont déclenché une vague de harcèlement en ligne et des menaces qui visaient spécifiquement les familles qui étaient listées, les familles de Hempstead qui étaient listées dans les noms présumés des membres du culte. Cette escalade de tension a ajouté une dimension de plus à l'affaire qui a accentué la gravité de la situation. Et le 10 février 2015, dans un tournant crucial, Ella Draper ne se présente pas au tribunal à un moment critique où des injonctions obligatoires et prohibitives sont prononcées contre elle. Cette absence soulève beaucoup de questions, Émile. J'en doute pas. Le 12 février maintenant 2015, 2 jours plus tard, dans le cadre de l'enquête sur les allégations d'abus sataniques, la police arrive à la résidence de Ella. La voiture de Mme Draper est repérée dans l'allée, mais l'accès à la maison est refusé aux officiers. Alors qu'ils attendent des moyens supplémentaires pour entrer, 3 personnes s'échappent par une fenêtre du premier étage, courent sur les toits des maisons voisines et disparaissent dans des garages environnants. Impossible de les retrouver. Oui. Ils semblent avoir fui le pays. Selon les rumeurs, le lendemain, elle a fui vers l'Espagne, suivie par Abraham le surlendemain. Donc, ça s'est carrément reviré en chasse à l'homme, tout ça. Oui, exact. Du 17 au 20 février 2015, maintenant, l'audience relative à la procédure commence. Le 17 février, Abraham Christie est présent devant l'entrée principale du tribunal. Il est revenu. Une assignation à comparaître lui est délivrée, l'obligeant à se présenter le 20 pour répondre aux questions. Cependant, les tentatives pour lui signifier cette assignation échouent. L'audience reprend donc du 3 au 6 mars et du 10 au 12 mars 2015. Cependant, toujours aucune trace de Ella, il doit assumer seul les gestes devant les tribunaux. Le 19 mars 2015 maintenant, c'est là qu'il va y avoir encore une fois un tournant très important à cette histoire-là. La juge Puffley de la Haute Cour présente un jugement détaillé. Elle conclut fermement qu'il n'a jamais existé de secte satanique impliquée dans les meurtres de bébés ou d'abus sexuels sur les enfants à Hempstead, réfutant ainsi toutes les allégations portées par Ella Draper et diffusées en ligne. Soulignant l'impact dévastateur de cette affaire, la juge Puffley insiste sur le préjudice émotionnel et psychologique incommensurable infligé aux enfants.
Dans une démarche exceptionnelle, le tribunal de la famille décide de publier l'intégralité de ses conclusions factuelles s'étendant sur 165 pages, illustrant l'importance et la gravité de l'affaire. Oui, parce que là, ça a pris des proportions immenses, là, cette affaire-là. Là. Les gens ont manifesté devant l'école. Oui. Il y a eu des menaces proférées à des gens qui ont été nommés dans des listes. Donc, c'est hyper troublant. Il y a certainement un coupable derrière ça. Là. Oui, exact. C'est assez incroyable. Hein? C'est ça, c'est une des premières fois qu'ils publient le jugement intégralement comme ça pour justement amener, comme pour les personnes qui pourraient douter, mais au moins il y a une preuve tangible que ça a été réfuté par la justice. Là. Oui, exact. Maintenant, bon, l'affaire est conclue. Il n'y a pas eu de secte satanique, mais il y a certainement des gens à condamner parce que là, il y a eu toute une machine à rumeurs qui a été mise en place avec des vidéos et tout ça. Eh bien, en fait, c'est troublant. Il n'y a personne qui va être incarcéré ou même accusé parce que les actes reprochés aux parents, c'est-à-dire dans les vidéos, ce qu'ils ont filmé, puis la manipulation qu'ils ont fait aux enfants, ben ça a été commis à l'étranger pendant qu'ils étaient en vacances. Ouais. Donc, c'est fucked up, ça, quand même. Mais ça, c'est incroyable. Hein? Puis ça dénote un genre de trou juridique. Oui, carrément. Parce que c'était au Maroc, si je ne me trompe pas, leurs vacances, où ce que ça a été tourné. Et c'est ça. C'était tout simplement le Code civil ne peut pas condamner des actes qui ont été effectués en dehors du pays. Donc, pour cette portion du dossier-là, ça clôt vraiment le dossier. Ben oui. Mais tu vois que malgré tout, elle a fui. Elle est même pratiquement jamais revenue dans le coin. Là. Donc, c'est vraiment particulier. C'est vraiment particulier. Tout ça, je trouve que... je sais pas. En fait, je pense pas que ça change ça, mais c'est étrange. Je sais pas si au Canada, on a la même contrainte. Si genre, tu pars en vacances, je bats ma fille, on s'en rend compte, c'est filmé sur Internet, je reviens au Canada. Je ne sais pas si on a les mêmes... parmi nos auditeurs. Oui, c'est vrai, hein? Je ne sais pas si on a les mêmes lois, Canada, États-Unis, je serais curieux. Mais en même temps, je ne serais pas surpris qu'on soit basé sur le même cadre juridique, surtout que là, c'est en Angleterre. Puis nos lois canadiennes sont basées beaucoup là-dessus. Là, donc, dites-nous ça, nos distordus juristes. Là. Je sais qu'on en a dans le groupe. Là. Clarifier notre pensée. Par ailleurs, l'accès limité aux interrogatoires et leur diffusion en ligne soulève des questions. Les enquêteurs, en réalisant qu'Ella Draper, se représentant seule, avait accès aux documents de preuve, ont commencé à scruter son entourage un peu. Ouais. Dans ce contexte, un document de 11 pages intitulé « Mass Child Sex Abuse in Satanic Ritual Abuse and Sacrifice Cult » apparaît en ligne. Ce guide détaille des allégations contre 175 personnes, divulguant leur vrai nom, adresse, employeur et autres informations personnelles. Le tout enflamme en fait encore plus la sphère complotiste en ligne. C'est ça qui est drôle, c'est que la première fois, la liste est sortie comme une liste, puis la deuxième fois est sortie à l'intérieur d'un guide. Oui, OK. C'est ça. Donc, c'était la même information qui a été un peu remâchée dans un guide qui explique un peu tous les rituels qui auraient été commis, en fait. Il se trouve, vous pouvez le lire, là, ça, je ne voulais pas nécessairement le détailler, mais ça a encore plus à ajouter. On dirait que, étant donné que, bon, il y avait la liste, puis on dirait que tu pouvais figurer, mais étant donné que là, est intégré dans un guide où ce qu'on a une explication beaucoup plus explicite de ce qui se passait, j'ai l'impression que ça l'a encore plus cristallisé pour les théoriciens du complot cette histoire-là, là, comme si ça avait amené une couche de vérité supplémentaire. Mais avant d'aller plus loin, Seb, peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi exactement un rituel satanique, là, parce qu'on en parle depuis tantôt? Oui, puis je me posais la question par rapport à ça. Les rituels sataniques sont souvent associés, Émile, à l'invocation de forces surnaturelles et à des pratiques qui sont en marge de la légalité. C'est ça qui m'a intrigué aussi là-dessus parce que c'est pas encadré, c'est comme pas permis comme les religions, c'est quand même encadré même au niveau de la loi. Et ça, généralement, étant donné qu'ils ne sont pas, légitimés, mais ça amène beaucoup de questions aussi par rapport à la liberté même religieuse, les gens qui croient à Satan et aux forces, forces sataniques. Obscures, oui. Ouais.
Bien que la plupart des allégations des rituels sataniques ne soient pas prouvées, ils ont souvent été liés à toutes sortes de théories du complot, il y a eu des cas isolés et documentés. Et souvent, ce type de rituel-là, il inclut la messe noire. Puis ça aussi, je me rappelais plus c'était quoi en fait. Puis ça, c'est pour contrefaire la messe catholique romaine, puis d'une manière blasphématoire et sacrilège. Donc, c'est comme une résonance par rapport à la religion catholique. Puis je veux aussi vous parler d'un vrai cas qui a eu lieu en 2015, puis ça, un petit trigger warning là, quand même. Là. Zachary King, qui est un ancien grand sorcier sataniste, a révélé avoir pratiqué là, des rituels dans des cliniques d'avortement. Lui, il a été élevé dans une famille baptiste, mais il a commencé à pratiquer la magie à l'âge de 10 ans. Il a rejoint un groupe satanique à 13 ans. Tu sais, c'est dans quel entourage que tu es dans la vie pour que ça t'amène vers toi. King a décrit ses premières expériences avec la magie et comment il a été attiré là, par un rassemblement satanique, là, grâce à des jeux comme Donjons et Dragons ou Bloody Mary. Comme je vous disais, il a été introduit à l'âge de 12 ans. À 14 ans, on lui dit qu'elle allait être impliquée dans un avortement dans 9 mois dans le cadre d'un rituel satanique. Il a décrit son premier rituel d'avortement comme une expérience assez troublante. Il y a des membres qui chantaient, ils priaient autour d'une femme qui était sur le point d'avorter. Il a déclaré que l'objectif, c'était de tuer le bébé à l'intérieur du corps de la femme. Que, oui, c'est assez horrible. Et que c'était le sacrifice ultime à Satan. Lui, il dit qu'il a participé à plus de 146 avortements, des rituels d'avortement, dont 20 dans des cliniques de haut niveau. Là. Donc, c'est assez particulier. Souvent, ça se déroulait dans des endroits insalubres, et il y avait beaucoup de sang là, un peu partout. Donc, je voulais quand même que ça existe d'une certaine façon. C'est rare. Et il y a eu ce cas-là. Il n'a pas eu l'air d'avoir été emprisonné ou quoi que ce soit. Là. Ça, c'est étrange aussi par rapport à ça. On revient à notre histoire et à la publication en ligne d'un document, du document là, de 11 pages, qui a suscité une grande attention. Les 175 personnes là, qui ont été incriminées dans le document, en fait, ça a mené les enquêteurs à une certaine Sabine McNeil, originaire d'Allemagne. McNeil était la conseillère juridique informelle de Ella Draper depuis 2014. Avec toute son affaire de garde d'enfants contre le père, elle s'est entourée de Sabine et sa connexion avec l'affaire a conduit la police à initier une recherche pour la localiser là, parce qu'ils ont fouillé, ils ont trouvé certaines traces qu'il a suspecté dans la divulgation, même la rédaction de la liste là, des 175 personnes là, qui ajoutent vraiment une nouvelle couche là, à la situation actuellement. Là. On dirait que la marmite bouille. Il y a encore d'autres choses là, qui arrivent. Oui, mais c'est une histoire qui prend des ampleurs vraiment inattendues parce que pendant ce temps, elle est toujours introuvable. Elle a fui le pays, puis l'enquête se poursuit pour la retrouver. Et le 26 mai 2015, elle est arrêtée à Gibraltar suite à des investigations pour des accusations de trafic de drogue. Oui. Les charges portent sur sa tentative d'exportation de 3 colis de résine de cannabis, totalisant plus de 3,5 kg. Elle a plaidé non coupable à ces accusations. Pour ceux qui l'ignorent, Gibraltar, c'est un territoire britannique d'outre-mer là, situé à l'extrémité sud de la péninsule ibérique, à l'entrée de la Méditerranée, et bordé par l'Espagne au nord. Le territoire est célèbre pour le rocher de Gibraltar, une formation géologique impressionnante, ainsi que pour son port stratégique. Par la suite, lors d'une comparution devant le tribunal, Ella Draper a été confrontée à des accusations supplémentaires en lien avec la résine de cannabis trouvée dans sa voiture lorsqu'elle est entrée à Gibraltar en fin mai. Nous sommes maintenant en février 2016 et finalement, Sabine McNeil est arrêtée. Elle a tenté de fuir en Allemagne, son pays natal, mais a finalement été appréhendée à Londres. Elle a été poursuivie en justice pour intimidation de témoins et a reçu une ordonnance d'interdiction à vie pour l'empêcher de propager de fausses allégations illégales contre des personnes qu'elle prétendait être membres d'une secte. Cependant, cette interdiction n'a pas duré longtemps.
3 mois plus tard, McNeil s'est retrouvé devant le tribunal à nouveau, cette fois pour avoir enfreint l'ordonnance d'éloignement et elle a écopé d'une peine avec sursis. Plus tard, maintenant, beaucoup plus tard, en novembre et en décembre 2018, McNeil a été reconnu coupable de harcèlement criminel et de harcèlement à l'égard de 4 familles, ainsi que de violation à 6 reprises de l'ordonnance d'interdiction de 2016. Oui, en fait, c'est qu'elle s'est acharnée parce que pendant ces 2 années-là, là, tu as dit plus tard, elle s'est fait arrêter une première fois. C'était comme un peu une tape ses doigts. Là, arrête de faire ça, lâche les familles tranquilles. Mais là, justement, elle ne le faisait pas. Elle ne les lâchait pas tranquilles. Puis elle a pris en particulier 4 familles en grippe. Là. Des familles, là, puis c'est eux particulièrement à laquelle elle est... Avec le même stratagème. Oui, exactement. Qui étaient dans cette liste des 175 noms. Mais à eux, elle leur a créé un narratif là, encore plus troublant. Ils ont dû changer de nom, déménager. C'est fou. Là. J'ai lu des témoignages. Là. C'est incroyable les impacts qu'elle a eus sur ces gens-là. Et elle le croit fermement. Ce qu'elle fait, c'est ça qui est fou, puis on va en reparler un petit peu plus tard. Là. C'est plus une révolte contre le système, quasiment, parce qu'elle n'était pas d'accord, elle n'est pas d'accord avec le système britannique sur les enfants, tout ça. Donc, on dirait qu'elle veut se venger de cette façon-là. La juge Sally Cahill, dans son jugement, a déclaré que les actions de McNeil avaient eu des conséquences dévastatrices pour les familles, ruinant leur vie familiale normale. Les enfants n'ont pas pu aller à l'école normalement, vivant dans la peur et la méfiance. Les familles ont dû prendre des mesures de sécurité extraordinaires et leur vie a été perturbée au-delà de l'imaginable. Les allégations elles-mêmes étaient extrêmement graves, impliquant des accusations de meurtre, de cannibalisme, de satanisme et d'abus sexuels. La juge a qualifié McNeil de femme arrogante, malveillante, méchante et manipulatrice. Pour rester poli. Oui. Pendant le procès de McNeil, Belinda McKenzie a également été arrêtée et accusée d'outrage au tribunal pour avoir publié le nom d'un témoin en violation d'une ordonnance du tribunal. Elle a été reconnue coupable et a reçu une peine avec sursis. Ces 2 femmes ne sont pas les seules impliquées dans l'affaire. Depuis le début du scandale en 2015, au moins 7 autres personnes ont été arrêtées et inculpées de divers chefs d'accusation, notamment de harcèlement criminel, d'intimidation, de harcèlement et d'outrage au tribunal. Oui. Et ce qui est frappant dans l'affaire de Hampstead, c'est que ces allégations ont été intégrées à des théories du complot impliquant la corruption, la dissimulation, la maltraitance d'enfants et des sectes sataniques présumées, un peu comme le Pizzagate d'une certaine façon. Oui, exactement. Puis on est dans les mêmes années, si je ne m'abuse, en plus. Oui. Puis même Ricky, je vais en parler un peu plus tard, il a été indirectement relié à cause de ça par rapport au Pizzagate. Ben oui. Puis sans leur implication-là, à ces 2 femmes-là, ben cette affaire n'aurait probablement pas reçu autant d'attention médiatique, puis aurait fait moins de dommages. Pour la petite histoire, Sabine McNeil, elle, est originaire d'Allemagne. Elle prétend avoir occupé un poste en tant qu'analyste de système de diagnostic de logiciels au Centre européen de recherche nucléaire, au CERN, rien de moins. Le fameux CERN. Après avoir immigré à Londres en 1981, elle a poursuivi sa carrière en tant qu'organisatrice d'événements, éditrice web, militante en ligne et conceptrice de logiciels. Cependant, la vérification de certaines de ces affirmations s'avère compliquée. Bien qu'elle mentionne sur sa page LinkedIn une licence en mathématiques et informatique de la Technische Universität Darmstadt, des preuves tangibles de ses réalisations sont bien difficiles à trouver. Cependant, il est important de noter que Belinda McKenzie a été associée, elle, à des organisations caritatives controversées par le passé, notamment Iron Aid, qui a été contrainte de fermer ses portes en 1998. Elle a également occupé le poste de directrice au sein d'organisations, dont une qui a été nommée le Knights and Angels Foundation, fondée en 2014 et dissoute en 2016. Je ne sais pas trop ce que ça faisait. Là. Oui, mais c'était toutes des fondations en lien avec la protection des enfants. Oui, OK. C'est tous ça. Mais c'est tous des fondations qui n'ont pas trop de fondement quand tu grattes, qui faisaient beaucoup de levées de fonds, mais il n'y avait rien de tangible. Il n'y avait jamais au bout
Ces associations-là s'associent avec des œuvres. Eux, quand les internautes ont creusé, puis aucune trace de tout ça. Là. C'est des coquilles un peu. Là. Oui, exact. C'était deux un peu, pas des arnaqueuses d'une certaine façon. Là. Du moins, ils surfaient sur ça, mais encore là, on dirait qu'il y a une forme de croyance. Là. Ils mettaient beaucoup d'énergie là-dedans. Là. C'est clair. En 2019, Sabine McNeil a été condamnée à une peine de prison de 9 ans pour harcèlement, ainsi que pour 6 chefs d'accusation de violation d'une ordonnance restrictive. Elle a purgé sa peine à la prison de HMP Bronzefield, située dans le comté de Surrey. Oui, fait qu'elle a 9 ans de prison quand même pour tout ça. C'est une belle peine. Elle est encore en prison actuellement. Mais Ella Draper, elle... Rien. Toujours rien. Toujours rien. Même, il y a des vidéos d'elle encore assez récentes que j'ai trouvées sur TikTok. Elle est... C'est ça qui est étrange de elle. On dirait qu'au fil du temps, elle est embarquée dans sa propre conspiration. Mm-hmm. On dirait. Possible. Puis elle pense que c'est le système qui est contre elle. Elle y croit encore. Oui, qu'ils lui ont enlevé ses enfants. Pour elle, c'est pas elle le problème, en fait. On dirait que, comme je vous dis, vous tapez son nom, Ella Draper, Ella avec 2 L dans TikTok ou même les moteurs de recherche, vous allez trouver toutes sortes de vidéos d'elle, même dans son passé, avant cette histoire-là, même de Sabine McNeil avec 2 L à la fin, ça va vous aider à bien la repérer. Ce sont des personnages, évidemment, on ne pouvait pas tout vous décrire, mais si l'histoire vous intéresse, sont particulières à analyser. Là. Puis ce qui est important, un peu comme on le disait, là, c'est que ces gens-là, c'est ça le danger, c'est qu'ils ont vraiment l'impression de lutter contre une secte qui est comme une vraie secte. Ils font tout ça dans leur fondement pour le bien-être des enfants. Moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est cette distorsion-là de l'esprit qui t'amène à tout ça. Là. Des illusions. Ouais. Oui, exact. Parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais justement, Sabine, quand il y a eu le premier jugement, ou du moins quand la cour a clos l'affaire, elle n'était pas d'accord avec ça. Encore une fois, elle disait que c'était un complot. Parce qu'elle était avocate ou conseillère juridique. Je ne sais pas si elle a son bac en droit, je pense pas, mais elle aidait beaucoup les gens au niveau juridique, puis même dans les cas de séparation. Puis souvent, elle était toujours un peu, en désaccord avec... des jugements là, faits dans des gardes d'enfants. Fait qu'on dirait qu'elle a instrumentalisé un peu tout ça pour aller vers ça. Là. Et parlons un peu du père, Ricky Dearman. On n'en a pas trop parlé parce que, d'une certaine façon, même s'il a été énormément, il y a eu beaucoup d'impact sur lui, il n'est pas central dans les vidéos ou même dans tout ça. Lui, il a été interrogé, évidemment, mais rapidement, il a été discarté. Je vous rassure, il a retrouvé, parce que les enfants ont été dans des centres d'accueil, mais il a retrouvé la garde de ses enfants temps plein rapidement là, durant toute cette histoire-là. Donc pour lui, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'il était déjà en dispute pour avoir plus de droits de visite. Là, donc là, au moins, il les a à temps plein. Mais il y a une entrevue, si ça vous intéresse, sur YouTube là, qui est donnée à la BBC il y a quelques années. C'est incroyable, là, tout ce qu'il vit encore. Encore aujourd'hui, il y a des menaces de mort. Il y a des gens qui lui écrivent. Il reçoit toutes sortes de... Imagine le nombre de contrats qu'il a potentiellement perdu dans ces années-là. C'était un acteur. Oui. C'est des grosses séries quand même, le Sherlock. Oui, puis, oui. Des Hitman, c'est des gros films quand même. Puis lui, sa face est partout comme il est un leader de secte pédophile satanique. Fait que ce soit vrai ou non, fie-toi sous moi que les studios vont pas t'appeler. Là. Ah oui, c'est certain, parce qu'automatiquement, dès que tu mets cet acteur-là, c'est sûr que ça va amener la discussion en ligne par rapport à ça. Ça va ramener ça. Puis les coucous vont commenter puis vont dire des niaiseries. Ah oui, non, t'as raison. On dirait que j'ai pas été voir sa filmographie récente, mais je serais curieux de voir comment il s'est replacé. Mais il trouve ça encore difficile. Puis comme je te disais, il y a même des gens qui pensent qu'ils travaillent pour le Love for Haiti, le Love avec un U, qui était une organisation possédée par Joshua Bruni, qui était liée à la théorie du complot du Pizzagate, là, qui est comme un genre de spin-off là, de toute cette histoire-là.
qui est quand même assez troublante. Moi, j'en reviens toujours pas, en fait, que les Abraham et Ella n'ont pas eu d'autres accusations, même de complicité, parce que Ella, c'est elle qui a donné, les vidéos des interrogatoires, parce qu'elle a eu accès, étant donné qu'elle se représentait elle-même. Puis elle a autorisé Sabine. Ça, c'est dans les jugements de cour. Donc, je pense qu'ils ont choisi leur bataille. J'ai l'impression, étant donné qu'ils ne l'ont pas retrouvée, elle n'est pas retournée au pays, tout ça. Il n'y a pas l'air d'avoir de mandat non plus contre elle ou quoi que ce soit. Ça, Sabine, je trouve qu'elle mérite sa peine de prison, mais je trouve que Abraham et Ella, on devrait avoir quelque chose. À la base, ça reste quand même eux qui ont créé tout ça, là. Non, c'est clair. C'est vraiment hyper troublant. Toute qu'une histoire, Seb. Oui, moi, ça fait un certain temps que je travaille dessus. Ça m'a troublé. Puis de voir ce qui m'a quasiment le plus troublé, c'est de voir des vidéos encore récentes, autant sur Facebook que YouTube, des gens qui instrumentalisent ces vidéos-là d'enfants. Parce que, à la base, les enfants. Qui pensent que c'est vrai encore. Oui, qui pensent que c'est vrai, oui, puis ils mettent des narratifs, puis qui défendent. Ah non, je vous dis, je suis tombé dans un petit rabbit hole décourageant de l'humanité. Puis ce qui est décourageant aussi pour ces pauvres enfants-là, j'ai trouvé leur nom facilement, parce que dans les jugements de cour, on les nomme P et Q, mais. Puis quand certaines vidéos qui avaient été diffusées dans les médias, on floutait leur visage. Mais j'ai trouvé à plein d'endroits leur visage zéro flouté. Leur vrai visage à eux. Et les plateformes ne les enlèvent pas, ça devient difficile à modérer. Là. Mais ça m'a troublé. Qu'encore aujourd'hui, ça fait quasiment 10 ans, là. On est en fin 2023. Ça, c'est 2014, donc 9 ans à peu près, là. Ça m'a dérangé. Puis tu vois encore comment les gens peuvent croire un peu n'importe quoi, là. Moi, la première fois que j'ai vu les vidéos d'enfants, on dirait que je comprends les enquêteurs d'enquêter, c'est un pléonasme, mais d'avoir fait cette enquête-là. Oui, on les comprend, de vouloir vérifier. T'as pas le choix, mais quand je regardais les vidéos, mais personne ne peut croire ça. On dirait que c'était trop, là. Couper la tête des bébés, on fait des danses, on a des rituels, puis j'ai pas tout nommé. Il y a des drôles de trucs là, que les enfants ont dit qu'un enfant peut pas dire ça. C'est intense un peu, dans le sens que c'est sûr que le monde réel va nous avoir amené tellement d'histoires loufoques bien réelles qu'après... on peut être porté à croire des histoires comme ça. C'est ce qui a amené certaines personnes à croire au Pizzagate. C'est ce qui amène plusieurs personnes à croire aux théories du complot en général. C'est que le monde réel nous a amené tellement d'histoires fucked up qui soient bien réelles que lorsqu'on nous amène des histoires comme ça, c'est presque crédible. Donc, en fait, je comprends que les gens peuvent être portés à penser qu'il y a un fond de vérité là-dedans. Après, là, il ne faut pas virer fou. Là, plusieurs années, une fois que ça a été débunké, il faut en démordre un peu, puis arrêter d'harceler les gens. Là, c'est carrément un cas de manipulation d'enfants. Puis même ces enfants-là, je m'inquiète un peu pour ils vont s'en sortir, puis les gens vont oublier, puis tout ça. Mais dans la petite communauté de Hampstead, j'espère qu'ils vont déménager. Oui, selon moi, ils ne doivent même plus rester là. Et puis même dans les anecdotes, il y a un ancien détective de Scotland Yard que lui-même a été aspiré par cette théorie du complot-là, puis qui est devenu comme un porte-étendard, un ambassadeur contre le service de police. C'est un ancien, c'est fou, là. Un ancien détective. Ça s'est rendu jusque-là. Oui, exact. Les vidéos originales ont été retirées de YouTube, évidemment, là. Aussi, comme je vous disais, il y a été il y a une autre vidéo, si vous tombez dessus, vraiment étrange, là, où ce que tu entends Abraham et Ella faire répéter aux enfants « kill, 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 kill ». Je te dis, c'est surréaliste. C'est vraiment dérangeant, là. Puis là, je termine là-dessus, là, mais si vous voulez aussi fouiller sur les coucous qui les instrumentalisent, là, ils les appellent les whistleblower kids, donc les lanceurs d'alerte, les enfants lanceurs d'alerte. Je me suis rendu compte que ce mot-clé-là amenait ceci, là, donc... C'est toute qu'une histoire, ça. Oui, toute qu'une histoire. C'est vraiment un canular, un hoax
assez particulier. Je crois même pas que à la base, là, l'intention première de Ella et de Ella, là, ce qui est la mère des enfants, c'était de récupérer la garde. Mais quelle idée, tu sais, je veux dire... intense un peu. Intense un peu, là. Je pense qu'il y a d'autres solutions. Yes. Ben, merci Seb pour ces précisions. Écoute, toute une histoire. J'espère que vous avez apprécié autant que nous les distordus. C'est toute une histoire, ce Hampstead Hoax, ce canular, ce complot de Hampstead. Dites-nous ce que vous en pensez. On est facile à trouver sur les réseaux sociaux un petit peu partout. YouTube, TikTok aussi, Instagram, Facebook. On a un groupe de discussion privée sur Facebook. On est sur Twitter aussi, bien entendu. Et sur Patreon, évidemment, si vous voulez avoir accès à nos after show, aux épisodes en avance, sans publicité et à plusieurs bonus. On a été très généreux jusqu'à date cette saison-ci. Beaucoup de bonus, nos shows live aussi. On a des tirages, des billets à faire tirer à chaque fois, nos livres, nos bandes dessinées. Donc, n'hésitez pas à rejoindre Patreon. Ça nous encourage à produire encore plus de contenu. Et puis, qu'est-ce que tu nous réserves pour l'after show d'ailleurs, Seb? On peut le dire. Là. Oui, là, maintenant, on peut le dire. En fait, ça va être 3 canulars qui ont eu lieu à l'ère numérique. En fait, c'est le shed de Dulwich, qui était un restaurant, qui est devenu très populaire. Oh, ça, j'aime ça, les histoires de restaurants. Il y a eu le Balloon Boy Oaks et le Lonely Girl 15. Oui. Ça qui est un classique des canulars Internet, quasiment la genèse démarre de là. Donc, c'est ce qu'on va parler dans l'after show. Oh yeah, donc dans l'after show, on s'ouvre une deuxième petite bière, puis on jase avec un petit peu moins de montage. Parlant de montage, on salue notre cher André aux commandes du board, ou du mixing board. On salue aussi RB qui nous a produit la musique pour cet épisode-là. Et on n'a pas le choix de donner un gros shout-out à nos membres Patreon qui nous encouragent. Gardez espoir, on va arriver au bout un jour, vous allez l'avoir, votre shout-out. On n'oublie personne, mais je pense qu'on a à peu près 1500 à donner. Là, donc, on y va. Je commence tout de suite. Shout-out à Brigitte G.A., à Fatia D., à Roxane L., à Serge M. et à Tommy L. Un gros high-five à Mirella H, Jonathan R, Elisabelle P, Ben de Brainiac et Luc L. Un gros câlin à Grux, à Caroline B, à Audrey V, à Sabrina Jacques et à Léa B. Je poursuis l'amour à Bondono, Daniel B, la mystérieuse Clara, Élise R et Mélissa B. On ne pourrait pas faire ce show sans l'aide de Fat Fouine, de Christopher B.N., de Ellie H., de Cibol et de TRD. Un gros câlin à Mélanie, à Anna G., Marie N., Caroline P. et Karine V. Une bonne bière virtuelle à Catherine L., Émilie M., à Mathieu F., à Amandine et à Chantal L. Je poursuis l'amour, Céline G, Sarah B, Judith M, Fleury et Gabrielle avec un Y. Je poursuis avec une bonne dose de love à Élie, à Nata, à Émilie86, à Mathilde G et Marie-Pierre L. Encore une fois, merci à vous d'être là, Marie-Hélène F, Amélie Anne et Nicolas. Oh yeah, un Patreon de couple. Maxime M, Vicky L et Marie-Pierre E. Mon cher Émile, est-ce que tu as un mot de la fin pour nous ce soir? Si un jour vous entendez dire que Distorsion est au cœur d'une secte satanique, c'est probablement faux. À bientôt.